Bismillah. Bon, le mouvement relatif est le mouvement absolu d'un point matériel. On dispose alors de deux référentiels. Le référentiel R, qui est le référentiel absolu, c'est-à-dire repère de définition, et le référentiel R', d'origine O', X', Y', Z' comme axe, qu'on a considéré comme repère, comme référentiel relatif. Un point M est en mouvement, donc sa position dépend du temps, dans les deux référentiels. Alors, on appelle vecteur position relatif O'M, le vecteur O'M. C'est la position relative du point M dans l'espace. Et la position absolue, c'est OM. Donc c'est XI plus YJ plus ZK. Et pour la position relative, c'est X'I' plus Y'J' plus Z'K'. Bien sûr, il est clair que I', J', K', ce sont les vecteurs de base du référentiel relatif. Et IJK, ce sont les vecteurs de base du référentiel absolu. Bien. Alors, relation entre ces deux vecteurs. On sait que OM est égal à OO' plus O'M. Donc, le vecteur, la position relative est définie. La position relative est définie par rapport à la position absolue par le vecteur OO'. Bien. Alors, si je dérive cette équation-là, si je dérive O'M, j'obtiens la vitesse relative. Quand je dérive la vitesse relative, j'obtiens l'accélération relative. Et je fais la même chose. Et on sait que la vitesse absolue, la vitesse de M dans R, est égale à la vitesse de M dans R' plus une vitesse d'entraînement. Alors la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de O' plus oméga, le vecteur rotation de R' par rapport à R, vectoriel O'M. C'est un peu compliqué, mais de toute manière, c'est très simple à comprendre. On sait que la vitesse absolue est égale à la vitesse relative augmentée par un terme que j'appelle vitesse d'entraînement. Et que cette vitesse d'entraînement, c'est quoi? C'est la vitesse de l'origine, c'est la vitesse absolue de l'origine du repère relatif, plus un produit vectoriel. Le vecteur vitesse de rotation de R' par rapport à R, produit vectoriel avec le vecteur position relative. Donc, on peut s'en rappeler très simplement en disant que c'est la vitesse de O' plus un produit vectoriel de oméga avec la position relative. Bien. Maintenant, donc, on a cette relation-là. Et c'est une petite explication de comment on obtient la vitesse d'entraînement. Le oméga de R' par rapport à R, on regarde les angles de rotation des axes relatifs par rapport aux axes absolus. Donc, cet angle-là, je la dérive par rapport au temps. Par exemple, si c'est alpha, je dois mettre alpha point. Suivant un vecteur unitaire, le vecteur unitaire, c'est le vecteur unitaire de l'axe de rotation. Bien. Composition des accélérations, l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus deux termes. Une accélération dite d'entraînement et l'accélération dite de Coriolis. Alors, l'accélération d'entraînement, c'est quoi? L'accélération d'entraînement, c'est l'accélération absolue de O', comme la vitesse absolue de O', plus, au lieu de mettre dans la vitesse d'entraînement, nous avons
oméga vectoriel au prime m, alors on doit dériver uniquement oméga vectoriel au prime m, plus un double produit vectoriel entre oméga et la position relative. L'accélération d'entraînement, c'est 2 oméga vectoriel v, vectoriel la vitesse relative. Bien. Le cas particulier, c'est lorsqu'oméga égale 0. Si le vecteur rotation est nul, alors, puisqu'il n'y a pas de rotation de R' par rapport à R, on dit que R' est en translation par rapport à R. Il n'y a pas de rotation. Parce que le mouvement de R' par rapport à R, il peut être rotation uniquement, ou bien translation uniquement, ou bien une association des deux mouvements, c'est-à-dire une translation et une rotation accompagnée d'une rotation par rapport à R. Bien. Alors, si ce oméga égale 0, alors l'accélération d'entraînement est égale uniquement à l'accélération de O', et la vitesse aussi d'entraînement est égale uniquement à la vitesse de O', parce qu'oméga égale 0. Bien. Et dans le cas où la vitesse de O' est égale à 0, alors, c'est-à-dire que R' est en rotation uniquement par rapport à R, et dans ces conditions-là, on a la vitesse d'entraînement est égale uniquement à oméga, produit vectoriel avec O'M, ainsi de suite. Donc voilà. En résumé, de quoi s'agit-il dans les mouvements relatifs et le mouvement absolu? Bien. La dynamique. La dynamique, donc, on a les forces, le principe fondamental et l'énergie mécanique, qui est donc l'énergie potentielle et l'énergie cinétique automatiquement. Les types de forces, bon, quand un point M est en mouvement dans un certain référentiel, ce point M et les deux masses petit m, donc la première force à laquelle on doit penser, c'est la force de pesanteur. Alors on va écrire alors P est égal à mg, est égal donc à moins mgk. Mais si k est orienté vers le haut, bien sûr. Les autres types de forces, on peut avoir la réaction du support. Si, par exemple, l'objet se déplace sur un support, donc il y a la réaction du support, et cette réaction est appelée R. Et on peut la décomposer en réaction normale et réaction tangentielle. Ici, le mot normal et tangentiel, c'est relatif à la trajectoire sur laquelle se déplace l'objet. Alors, il est clair que la réaction normale est perpendiculaire à la vitesse et que la réaction tangentielle est parallèle à la vitesse, mais elle est de sens contraire, c'est-à-dire qu'elle s'oppose au mouvement de l'objet. La tension du fil, elle est notée T, c'est une force qui tire sur le point M vers l'origine si le fil est attaché à l'origine O, donc il s'écrit moins T euro. La force de rappel d'un ressort, dans le cas où le point M est attaché à un ressort R, alors la force de rappel s'écrit moins K delta L I. Bien sûr, ici, j'admets que l'axe I, c'est l'axe du ressort. Alors, OX, c'est l'axe du ressort. Le vecteur I, c'est le vecteur unitaire de OX. Donc, je peux écrire FR est égal à moins 4 delta L I. Qu'est-ce que c'est delta L? Delta L, c'est l'allongement du ressort. L'allongement du ressort, c'est-à-dire sa longueur à l'instant T moins sa longueur initiale L0. Etc. pour les forces. Alors, si je regarde toutes ces forces, ce sont des forces qui sont dites forces usuelles, c'est-à-dire des forces habituellement connues. Bien. La loi fondamentale de la dynamique, il dit que dans un repère,
Dans un repère, on a toujours la masse fois l'accélération, fois la dérivée seconde du vecteur position, est égale à une force qui dépend éventuellement du temps, de la position et de la vitesse. Alors, F est appelée résultante des forces, c'est-à-dire la somme de toutes les forces qui agissent sur le point M. Ça, c'est la loi de Newton. Alors, dans le cas d'un référentiel galiléen, ces forces-là sont les forces usuelles. Donc, M gamma est égal à la somme des forces usuelles. C'est la résultante des forces. Alors, le repère, il dit alors repère galiléen. Exact. La loi de Newton est appliquée dans un repère galiléen. Mais dans le cas où on doit savoir que tout repère en translation rectiligne uniforme, dans le cas où je dispose d'un référentiel galiléen, tout repère en translation rectiligne uniforme par rapport au repère galiléen, il dit repère galiléen. Il est considéré comme galiléen. Il est en translation rectiligne uniforme. Translation, c'est-à-dire les axes du deuxième repère conservent leur orientation dans l'espace au cours de son mouvement. Rectiligne, c'est-à-dire que la trajectoire tracée par son origine est une droite. Uniforme, c'est-à-dire que la vitesse de son origine a une norme constante. Bien. Alors, maintenant, si on dispose de deux référentiels, on sait que le premier référentiel, par exemple, est un référentiel galiléen et l'autre, point d'interrogation. Je sais que la loi fondamentale dans un référentiel galiléen, F est égal à M gamma. Pas de problème. Et F, c'est la somme de toutes les forces usuelles qui s'exercent sur le point M. Bien. Alors, et je sais que si je dispose d'un autre référentiel qui n'est pas galiléen, en mouvement par rapport au repère galiléen G, RG, alors l'accélération de M, l'accélération absolue, est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Mézières. Et je sais que la relation fondamentale dans le repère galiléen, c'est F est égal à M gamma G, et F est égal à M gamma de M dans RG. Si je remplace gamma de M dans RG par son expression, j'obtiens cette expression-là. Alors, qu'est-ce que je vois d'après cette relation? Que le M fois l'accélération relative, si R n'est pas galiléen, alors la masse fois l'accélération dans R est égale à la résultante des forces usuelles plus un terme, c'est moins M gamma E, plus moins M gamma C. Alors ces grandeurs-là, ce sont des forces, disons les dimensions des forces automatiquement. Et on note que FE est égal à moins M gamma E, et on l'appelle force d'inertie d'entraînement. Et FC est égal à moins M gamma C, ici il manque un égal, et moins M gamma C, force d'inertie de Coriolis. Très bien. Donc, pour appliquer la loi fondamentale de la dynamique, le principe fondamental de la dynamique, la relation de Newton dans un repère non galiléen, on écrit alors M fois l'accélération
est égale à la somme des forces usuelles auxquelles on ajoute la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Voilà, donc c'est le principe fondamental de la dynamique dans un repère non galiléen. Bien, la puissance d'une force, l'énergie d'un point matériel, par exemple. Alors, la puissance d'une force, par définition, c'est le travail par unité de temps. Il est clair que c'est pour le point matériel M, que c'est le produit scalaire de F avec la vitesse. Alors, l'unité de la puissance, c'est le watt. C'est le produit scalaire donc de la force fois la vitesse. Le produit scalaire de la force fois la vitesse, c'est la puissance de la force. Alors, on parle de force conservative et de force non conservative. Les forces conservatives, c'est les forces dont le travail est indépendant du chemin suivi. Quand le travail dépend uniquement de la position de départ et de la position d'arrivée, alors on dit que le champ de force considéré est un champ de force conservatif ou bien que la force F est une force conservative. Alors, dans le cas contraire, la force est dite non conservative. Généralement, toujours les forces de frottement sont non conservatives et généralement les forces usuelles que nous allons étudier, ce sont des forces conservatives. Bien. Par exemple, le poids. Le travail du poids, c'est quoi? C'est le produit scalaire fois le déplacement. Donc, le travail du poids, j'obtiens d de W est égal à F d de M est égal à moins mg d de Z. Donc, le travail total, si on pose que EP est égal à mgz, une fonction de Z, EP c'est mgz, alors d de EP est égal à mg d de Z, on voit que d de W est égal à moins d de EP. Donc, automatiquement est égal, si je calcule le travail entre la position 1 et 2, on obtient alors EP en M1, en position 1, moins EP en position M2 parce qu'il y a le signe moins ici. Et j'obtiens donc ce résultat. Donc le travail du poids dépend de la position initiale et de la position finale et non pas du chemin suivi. Bien. On dit alors que le poids est une force conservative, que le champ de pesanteur est un champ conservatif. Alors, énergie potentielle de quelques forces. On va aborder uniquement l'énergie potentielle de pesanteur. Énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire associée à la force du poids, c'est mgz quand z est orienté vers le haut. Normalement, l'énergie potentielle est définie à une constante près. Cette constante elle est prise égale à 0 dans nos conditions. Alors, l'énergie potentielle de la force de raideur, de la force de rappel d'un ressort, l'énergie potentielle est égale à 1 demi de K R au carré. Ici, R, c'est-à-dire le déplacement, l'allongement du ressort. L'allongement du ressort. L'énergie potentielle est égale à 1 demi de K delta L au carré. Ici, R est égal à delta L. Bien. Alors, l'énergie cinétique d'un point matériel, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Ça, V au carré, c'est le produit scalaire de V avec V. Donc, il est toujours positif. Et il dépend uniquement de la vitesse. Si la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle. Bien. Théorème de l'énergie cinétique. Donc, il dit la chose suivante. La dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la puissance des forces, c'est-à-dire est égale au produit scalaire de la résultante avec la vitesse. Bien.
donc le théorème de l'énergie cinétique, il dit que la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la puissance, à la somme des puissances de toutes les forces qui agissent sur ce système. Dans le cas d'un référentiel galilien ou dans le cas d'un référentiel non galilien, s'il est non galilien, on doit ajouter la puissance des forces d'inertie, qui est l'inertie d'entraînement et l'inertie de Coriolis. Bien. La définition de l'énergie mécanique. En mécanique, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de son énergie potentielle. Ça, c'est la définition de l'énergie mécanique. Calculer l'énergie mécanique, je dois savoir calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle aussi, la somme des deux donne l'énergie mécanique. Sachant que, dans le cas de la pesanteur, c'est l'énergie potentielle, c'est mgz. Dans le cas d'un ressort, c'est 1 demi de K delta L au carré. Très bien. Alors, si le travail des forces de frottement est nul, alors le système est dit conservatif. On doit écrire alors d de em sur dt égale 0, parce que ça veut dire que l'énergie mécanique est une constante. Alors, l'énergie mécanique est une constante. Bien. On va regarder maintenant un exercice. C'est l'oscillateur harmonique libre ou oscillateur amorti. Alors, il est clair que dans le cas d'un oscillateur harmonique, ça veut dire des vibrations qui sont des vibrations sinusoïdales, donc qui s'écrivent sous cette forme-là. Alors, le x au 0 ici, c'est l'amplitude maximale des oscillations. Oméga, c'est la pulsation des oscillations, donc il est lié à la fréquence et à la période par les relations qui sont connues. Par exemple, T est égal à 2pi sur oméga, et F est égal à 1 sur T, est égal donc à oméga sur 2pi. Bien. Et la phi ici, c'est-à-dire la phase, c'est-à-dire un angle de départ à l'origine. Parce que si t égale 0, ça veut dire que l'on commence à partir que x de 0 est égal à x de 0 cosinus de phi. Bien. Alors, ici donc la période t, c'est 2pi sur oméga, et f est égal à 1 sur t, c'est la fréquence. Bien. Dans le cas d'un ressort, je vous remercie. Wassalamu alaikum.